Bon, on démarre avec Alexandra, Patrick, Roland et Mathieu. Et on démarre surtout avec Patrick, en fait, qui va nous planter un peu le décor. Oui, bienvenue sur ce plateau consacré au crowd equity. Patrick Lecamus, je suis le fondateur de Pop Finance, l'association qui s'occupe de la promotion du crowdfunding dans notre région et sur le bassin méditerranéen. Et il nous a semblé depuis le temps que la finance participative existe en France, que désormais dans l'écosystème des PME, des startups, le crowdfunding de dons avec contrepartie était maîtrisé par la plupart d'entre nous. Comment on fait, à quoi ça sert, c'est du web marketing. On fait à la fois une levée de fonds et une campagne marketing et on peut développer sa communauté et même éventuellement sa clientèle. Et souvent sa clientèle, et donc c'est un formidable outil. Mais les autres formes de crowdfunding, comme le prêt, avec toutes ses variantes, sont moins connues, avec des innovations comme le mini-bon, sont moins connues. Et le crowdfunding en capital, le crowd equity, lui-même, est un peu moins bien connu. On a voulu faire un plateau pour vous expliquer quelles sont les différences, les spécificités du crowdfunding en capital, comment il faut s'y préparer, c'est plus lourd, on recherche beaucoup plus d'argent. Les moyennes dans les campagnes de crowdfunding de dons à contrepartie sont à moins de 10 000 euros. Dans les levées de fonds en capital, les moyennes sont à 400 000 euros. C'est pas du tout la même chose. Voilà, ça n'a pas les mêmes conséquences et ça n'a pas les mêmes niveaux de préparation. Et il nous a semblé intéressant de commencer à défricher ce terrain-là et à préparer pour plus tard, au printemps, un atelier de formation sur la matinée qui permettra aux gens qui veulent se lancer dans une campagne de crowdfunding en capital, d'en connaître les tenants et les aboutissants et de s'y préparer au mieux. Donc nous avons autour dans ce plateau plusieurs témoignages. Nous avons le témoignage juridique avec Alexandre Bréard du cabinet Akeos, le témoignage et l'expertise de Mathieu Capuano du cabinet Ficorec et celui de Roland Couture qui a sa campagne en cours, je l'ai dit tout à l'heure, sur sa société Prodige sur une plateforme Happy Capital et qui présentera le timing et les aspects marketing d'une campagne de crowdfunding. Voilà. Un peu de théorie et un peu de pratique en quelque sorte, c'est ça? Il y aura aussi la pratique chez nos experts, hein, ils ont une expérience de tout ça. Donc ils ne seront pas que théoriques, ils donneront aussi des conseils pratiques. Et la première question va à Alexandra, c'est Alexandra, le crowdfunding en capital, le crowd equity, c'est pour qui? Alors, ce que tu as dit tout à l'heure est très juste. Une campagne de crowdfunding en capital, en fait, c'est une levée de fonds. C'est-à-dire que ça n'est pas aussi, ça n'est jamais simple le crowdfunding, mais le crowd equity, effectivement, c'est plus complexe, c'est plus lourd. Et donc, ça veut dire qu'il faut que le projet qui se lance là-dedans réponde à un certain nombre de normes. Donc, on dit c'est pour qui? La première question qu'on peut se poser, c'est quelle forme de société? Tout bêtement. Donc, si on n'est pas sous forme de SA ou de SAS, on ne va pas pouvoir y aller. Donc déjà, à quel stade j'en suis de mon projet? Quelle est la forme de ma société? Peut-être que si j'ai monté une SARL, c'est le temps de la transformer, tout simplement. Et la SAS, c'est une exception à la loi. Si on passe par une levée en capital en crowdfunding, on peut ouvrir son capital. Sinon, normalement, on ne peut pas. Tout à fait. Alors la SAS, c'est très intéressant, c'est une vraie avancée parce que c'est une forme de société qui est très souple, dans laquelle on peut faire plein de choses, contrairement à la société anonyme qui est vraiment dans un carcan juridique. Donc c'est, je pense, très adapté à ces projets qui vont chercher du financement sur des plateformes de crowd equity. L'autre question dont on va parler, c'est pour qui? Donc c'est pour qui, quelle forme de société, mais c'est pour qui, quel projet et dans quel état, à quel stade? Parce que peut-être qu'on parlera tout à l'heure des précautions qu'on doit prendre. Absolument. Donc il y a des questions comme celle-ci que j'oubliais dans mon introduction. C'est effectivement, on connaît les évolutions du crowdfunding en termes de montant. Le crowdfunding de dons, de prêts et en capital, les moyennes dans les prêts c'est 80 000 euros. Mais pour ce qui est du séquençage, si on veut utiliser toutes les formes de crowdfunding dans la vie d'une start-up et d'une PME de croissance, on démarrait plutôt par le don avec contrepartie et ensuite on arriverait au capital et c'est la plus forte maturité des sociétés pourrait utiliser le prêt. Donc c'est pas tout à fait le même ordre d'utilisation.
Tu peux nous dire un petit mot, Roland, tout de suite sur toi, la maturité de ta société et pourquoi tu as fait appel au crowdfunding en capital? Alors, Prodige a été créé en août 2016 et nous venons de lancer la campagne en equity crowdfunding sur Happy Capital. C'est-à-dire qu'il y a eu une maturité qui s'est faite. Oui. Ce qu'il faut vraiment avoir en tête dans une levée de fonds, c'est le risque qui est attaché au restaurant vide. Vous savez, ce restaurant qui vous paraît très appétissant, vous avez envie d'y rentrer, mais comme il n'y a personne, vous dites non, je ne vais pas y aller, je vais attendre qu'il y ait du monde. Ça, c'est le démarrage qui est fondamental dans une campagne de crowdfunding. Nous, justement, on a fait la gaffe d'avoir d'abord une levée fonds en love money, et puis ensuite, quelques mois après, la levée fonds en crowdfunding, ce qui fait qu'on a démarré de la levée de fonds en crowdfunding avec zéro dans le contenu. Alors que bien souvent, ce qu'il faut, la bonne tactique, ça consiste à avoir une partie de levée de fonds privée, c'est-à-dire qui n'est pas accessible au public, où vous allez faire rentrer justement de la love money, des investisseurs, etc., de façon à acquérir au moins 25% du montant que vous recherchez, et ouvrir au public à ce moment-là. Comme ça, vous êtes beaucoup plus crédible et beaucoup plus rassurant pour pouvoir lancer votre campagne. Et alors, donc ce que tu nous disais, c'est que tu as, pour faire cette campagne, eu besoin de conseils extérieurs. Oui. Tu peux pas le faire tout seul, ce que nous disait Alexandra. Oui. Il faut être préparé. Oui, oui. Une campagne de crowdfunding, c'est vraiment sérieux et c'est pas gagné d'avance. C'est sérieux sur le plan juridique. Effectivement, l'AMF impose des règles assez complexes, donc il faut impérativement faire appel à un expert en droit là-dessus. C'est complexe sur le plan fiscal, sur le plan comptable, donc il faut vraiment faire appel à un expert comptable. Il y a un timing qui est bien précis à respecter. Moi, j'aimerais bien effectivement faire passer le message que la gestion du temps, c'est un élément clé là-dedans. D'abord, la gestion du timing. Il y a des grands moments, comme la fin de l'année, au moment de la clôture fiscale, où jusqu'à présent, et encore pour un moment, l'ISF, vers la fin de l'année, il y a beaucoup d'investisseurs qui sont à la recherche de placements. Cette partie-là tombe entre ces moments-là. Donc il ne faut pas rater la fin de l'année, il ne faut pas rater... alors ça va changer puisque l'ISF est en train de changer, mais jusqu'à présent il ne fallait pas rater le mois de mai, juin, où c'était la clôture sur ces aspects ISF. Donc le timing est vachement important, donc il faut vraiment se faire aider là-dessus. La dernière chose, c'est que les gens qui investissent dans votre société, il y a une grande partie qui est affective. Donc il faut que vous ayez un pitch vidéo, il faut que vous ayez un discours qui soit vraiment étudié, et ça, il faut vraiment faire appel à un conseil en communication, comme on a fait nous. Le pitch vidéo, on a fait appel à un réalisateur professionnel. Voilà, donc il ne faut pas se dire ah, j'y vais la fleur au fusil, ça va être facile, etc. Ça demande d'être préparé, ça demande pas mal d'argent quand même, ça coûte cher de se lancer là-dessus. Et puis après, vous avez la partie qui est pendant la campagne, vous allez consacrer énormément de temps sur la communication. Ne pensez pas que c'est un élément secondaire, c'est un élément déterminant. Ça m'absorbe en ce moment, je dirais 80% de mon temps. Parce qu'il faut avoir des contacts avec les médias, il faut beaucoup de contacts avec les journalistes, les médias audio, visuels, etc. Est-ce qu'il faut faire du web marketing ou est-ce qu'il faut faire de la relation publique également? Il faut faire de la relation publique et du web marketing, les deux. Il faut être présent sur les deux. Et ça prend effectivement beaucoup de temps. Et en plus, vous avez... Expliquez-nous pourquoi il faut faire de la relation publique dont on peut éventuellement se passer dans les campagnes de dons avec contrepartie. On peut se contenter de faire du web marketing et ça peut marcher. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans le crowd equity qui demande de faire des opérations de relations publiques? C'est une prise de participation, c'est une levée de fonds publique, c'est-à-dire que c'est un engagement des souscripteurs qui vont placer de l'argent, dont ils pourront tirer profit dans 5 ans, mais qui va être bloqué pendant 5 ans. Donc c'est quand même un élément important, et puis ils participent à un projet. Donc ils doivent adhérer à un projet. C'est pas juste « Ah, ça me plaît, je fais un don pour que ça débouche ». Je m'implique là-dedans. Ils vont avoir des réunions, des informations régulières, ils vont recevoir des tableaux de bord après. Donc on va se retrouver en fait,
on passe souvent d'une start-up qui a 3 associés à une société qui compte 100 actionnaires. Voilà. Et ces 100 actionnaires-là, il faut les entretenir. Il faut les tenir au courant. On en reparlera après, parce qu'on est quand même plutôt sur la préparation de la campagne. Ouais. Du coup, tu as parlé de l'ISF. Je me tourne vers Mathieu qui va nous expliquer quelles sont les conséquences de la modification de l'ISF en IFI sur les levées de fonds pour les PME. Alors, Roland le précisait tout à l'heure, effectivement, il y a des timings. Actuellement, la fin d'année, c'est toujours une bonne saison pour aller récupérer les avantages et les réductions sur le côté ISF, puisqu'on a ce qu'on appelle le dispositif d'investissement dans le capital des PME pour réduire son ISF. Mais si je reprenais la première question qui était pour qui, l'investissement dans le capital de PME, c'est pour tout le monde. Vous avez deux axes. Le premier, donc, c'est la réduction ISF, soit en direct, soit par le biais d'une structure qui s'appelle la holding ISF, où on vient mettre en capital. Soit vous avez directement le tout un chacun qui n'est pas soumis à l'ISF, puisque on n'a pas tout le monde qui est soumis à l'ISF. Et on a ce qu'on appelle la réduction Madelin, donc dans l'investissement en capital de PME, qui lui est capé à 18 000 euros. L'ISF est capé à 50 000 euros. Et en revanche, la réduction IR PME loi Madelin est capée à 18% de son investissement dans la limite maximum de 100 000 euros. Les contraintes sont assez bornées. Il faut que l'entreprise ne soit pas en difficulté. Il faut que l'entreprise ait moins de 7 ans. Il faut qu'effectivement elle soit en SA ou en SAS. Et voilà, les 3 premiers critères sont là-dessus. L'ordonnance Macron a malheureusement pour les levées de fonds, puisque si on prend juste un chiffre, la levée de fonds ISF, c'était 560 millions d'euros en 2016. Donc on ne sait pas pour l'instant ce que vont donner ces 560 millions. Est-ce qu'il va y avoir des investissements directs et on rentrera dans le cadre et dans le champ de la fiscalité classique avec de la détention et de la plus-value à court terme et moyen terme, ou est-ce qu'il y aura un autre dispositif? En ce moment, il y a des lobbies qui sont en train d'être faits pour accentuer l'investissement loi Madelin, donc la fameuse 18 000 euros d'investissement dans le cadre, dans la limite des 100 000 euros. On ne sait pas ce que ça va donner, on attend la nouvelle loi de finances, mais c'est vrai que c'est la première étape. L'étape 2, Roland avait un peu parlé, c'est comment structurer son discours économique et son discours financier. On en parlera peut-être encore un tout petit peu tout à l'heure. Le passage de 3 associés, 3 copains ou 3 personnes qui ont envie de créer à je dois parler de mon entreprise, parler de mon BP, faire parler mon BP et matcher le réel avec le budget, c'est aussi notre démarche, c'est aussi notre posture en tant que dirigeant. Et je pourrais compléter après ce que dit un peu Roland là-dessus. Et donc, un des autres enjeux justement de la communication dont parlait Mathieu, c'est la protection de la propriété intellectuelle. Est-ce que tu as des conseils à donner à Alexandra par rapport à cette problématique dans la préparation avant de se lancer dans une campagne de crowdfunding? Oui, je dirais que ça, c'est un peu le petit guide des bourdes à ne pas faire quand on lance son projet sur une campagne de crowd equity. Bien sûr, il faut communiquer. Bien sûr, il faut avoir une communication de qualité et il faut avoir la capacité de donner aux gens, au public, l'envie de participer au projet, de mettre de l'argent pour devenir actionnaire de l'entreprise. Parce que c'est de ça dont il s'agit. Donc, on va avoir naturellement tendance à accentuer sa communication parce qu'on veut persuader les gens de ce que notre projet il est vraiment qualitatif. On a trouvé une solution performante, différente des autres. On a un savoir-faire unique. Alors, je vous vois faire oui, c'est sûr. Hein. Mais si j'ai un savoir-faire unique, eh ben, si j'écris sur Internet en quoi mon savoir-faire il existe et il est unique, eh ben, mon savoir-faire il a fait pchit, il n'existe plus. Parce qu'un savoir-faire il n'existe que s'il est secret. Si j'ai trouvé un nouvel usage, un procédé que je ne peux pas encore breveter parce que je n'ai pas l'argent, parce qu'un brevet ça coûte cher, et que je vais expliquer sur ma plateforme à quel point mon idée elle est géniale et je vais pouvoir la breveter, il faut se poser la question de quelqu'un qui aurait peut-être évidemment la conviction que votre idée elle est géniale, mais plus d'argent que ce que vous n'en avez, n'irait pas plus vite sur le processus. Donc ça veut dire que
Dans ce processus de communication que vous allez mettre en œuvre, il faut absolument prendre garde à ce sur quoi vous ne devez pas parler. Donc, comment je fais pour parler de quelque chose dont je ne peux pas parler, tout en convainquant mon public qu'il faut venir quand même chez moi, hein. Donc, en fait, c'est un peu ça, hein, le challenge du crowdfunding, pour pas se prendre les pieds dans le tapis au niveau juridique. Voilà. Oui, donc on est vraiment à la croisée des questions de communication et de juridique. Et pour continuer sur sur ce plateau et sur la préparation, on l'a vu là, sur le crowd equity, il y a donc des conséquences, il y a des particularités sur les formes que l'on peut mettre en œuvre pour faire entrer dans son capital une foule d'actionnaires, si on doit reprendre le terme de crowdfunding. Donc il y a maintenant des actions de préférence. On peut utiliser tous ces outils-là pour préparer l'organisation d'une future gouvernance qui va être différente de ce qu'elle était lorsqu'on était un start-upper isolé ou avec 2-3 associés copains dans sa SAS. Alors ça pose une première question qui est quel entrepreneur je suis ? Quel capitaine de bateau je suis ? Parce que aller trouver 100 personnes qui mettent de l'argent dans votre capital, c'est génial. Mais une fois qu'elles sont là, ces 100 personnes, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on leur parle ? Ou bien on considère qu'on n'a rien à leur dire ? Est-ce qu'on leur donne des informations ? Ou bien on considère que ce que prévoit le droit des sociétés, c'est-à-dire être convoqué une fois par an à une assemblée d'approbation de comptes incompréhensible, c'est suffisant ? En gros, est-ce que la communication que je dois à mes actionnaires, c'est une communication minimale et subie, ou bien est-ce que j'en fais un outil de management ? Si j'en fais un outil de management, alors je fais de la gouvernance. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, la gouvernance, c'est pas quelque chose qui est réservé aux entreprises du CAC 40. Alors pour les entreprises du CAC 40, c'est obligatoire, hein, donc c'est peut-être souvent subi. Mais pour les PME, ça peut être un choix, et ça peut être un choix ultra concurrentiel. C'est-à-dire, au lieu de dire, bah oui, maintenant que j'ai X personnes dans mon capital, il va falloir que je vois comment je peux faire passer des décisions malgré eux, la question peut être, comment j'en fais une force ? Quelle va être mon étape d'après ? Alors, j'ai plein d'outils pour ça, hein. Ça peut être, ce dont parlait Patrick, des actions de préférence, c'est-à-dire des espèces de catégories d'actions un peu particulières qui ont des droits en plus ou des droits en moins. Et si j'enlève comme le droit de vote, par comme exemple. le droit de vote, hein, je peux priver des actionnaires d'un droit de vote. Ça répond à un processus particulier, mais c'est possible à faire. Bien évidemment, si je dis à quelqu'un « Venez me donner votre argent et en échange, vous n'aurez pas de droit de vote », présenté comme ça peut être un peu compliqué, hein. Mais on peut le tourner d'une manière extrêmement positive pour démontrer que ça va être un moyen dans le futur, quand on fera de prochaines levées de fonds, de garder un poids politique suffisant, hein. Il y a toujours deux manières de raconter une histoire, hein. Et puis ça peut être des droits positifs. Chers actionnaires, venez dans mon opération de crowd equity, oui j'ai besoin de votre argent, mais j'ai aussi besoin de votre avis. Et parce que nous sommes une start-up différente des autres, on va créer un organe spécifique, un comité consultatif, dans lequel vous allez élire des représentants. Ces représentants tourneront chaque année pour que chacun ait son mot à dire et que vous ne soyez pas que des financeurs muets, hein. Ça peut avoir une autre façon de présenter les choses, tout en les privant de leur droit de vote quand même, par exemple. Très bien, merci Alexandra. L'heure tourne, on est obligé d'aller vers la fin et la conclusion de cette table ronde. Il y a un rôle en amont donc qu'on n'a pas évoqué qui était la valorisation. On va sauter cette étape-là. Il y a une conséquence dans la gouvernance et un rôle spécifique des commissaires aux comptes dès lors qu'il y a des holdings. Il y a un commissaire aux comptes et il peut y avoir un rôle très très utile et Roland nous dira un mot là-dessus aussi sur la gouvernance, c'est la réalisation des tableaux de bord pour informer ses actionnaires. Vas-y, fais une conclusion sur ce sujet-là s'il te plaît Mathieu et après on rendra le plateau. Conclusion Mathieu, hein, donc Le t'as plateau 30 à secondes. d'autres. Allez. Le rôle du commissaire aux comptes, c'est l'émission d'une opinion objective sur les comptes annuels. Il met en place sa responsabilité civile et pénale sur les comptes.
uniquement les comptes, hein. Donc c'est le bilan, le compte de résultat, l'annexe et les éléments financiers qui sont transmis, donc les rapports de gestion et autres. Donc le rôle du commissaire aux comptes dès la réalisation de l'opération est essentiel pour protéger l'ensemble des contributeurs qui sont dans une structure ou dans une multistructure, pour protéger l'information et s'assurer que l'information qui est donnée par l'entité qui a levé les fonds est la bonne, correcte et respecte l'ensemble des règles fiscales et sociales et comptables en vigueur à l'heure actuelle. Bon, ben voilà, une bonne définition du commissaire aux comptes. Et bien évidemment, tu es le meilleur commissaire aux comptes au monde. Voilà, on peut s'adresser à toi. Roland, tu disais, dès lors qu'on a des actionnaires, même les plateformes mettent de manière obligatoire de l'information financière à travers la plateforme pour rassurer les investisseurs et donc éventuellement rassurer les futurs investisseurs lorsqu'on fait une campagne de crowdfunding. Oui, donc nous sommes sur Happy Capital et Happy Capital exige que nous publions pour nos actionnaires des tableaux de bord trimestriels donnant l'état des performances de la société sur en tout cas l'année qui suit. Donc ça veut dire qu'il faut effectivement s'entendre avec notre expert comptable pour qu'on ait les éléments pour pouvoir publier et expliquer. Et une fois par an, on doit faire une webconférence avec les actionnaires, donc avec une centaine d'actionnaires, exactement comme dans les grands groupes. En fait, tout se passe exactement comme dans les grands groupes et les actionnaires, quoi. Juste un petit élément qui me paraît important de préciser par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, la stratégie et le contenu du projet est déterminant, aussi bien pour discuter avec les actionnaires que quand on lève des fonds. Parce que quand vous levez des fonds, vous avez toujours une multitude de personnes que vous allez rencontrer, notamment des journalistes, et puis aussi des investisseurs qui vous appellent avant d'investir pour vous poser des questions, comme ça, à brûle pour point. Donc il faut que vous ayez un projet qui soit vraiment structuré. Ils peuvent vous poser des questions pièges, comme par exemple, nous on a donc un réseau social, comme vous le savez, littéraire, et un journaliste, il n'y a pas longtemps, m'a posé la question, mais alors, vous allez assassiner les libraires, par exemple. Vous voyez, ce genre de questions pièges, ça veut dire qu'il faut vraiment avoir challengé, discuter avec beaucoup de monde, avoir des éléments pour pouvoir répondre à pratiquement toutes les questions comme ça de façon spontanée, y compris avec les actionnaires. Merci Roland, merci à tous. Merci à tous les quatre, on les applaudit. Ouais. Ce que moi je retiens, c'est que c'est pas forcément simple et qu'il y a des gens qui sont là pour nous accompagner dans la démarche et qu'il faut, comme sur d'ailleurs beaucoup d'autres sujets, mais en particulier sur celui-là, mieux vaut être bien accompagné pour bien réussir sa démarche. On est d'accord ? Tout à fait, Bon. tout à fait Jocelyn. On a bien fait passer le message. Alors. Merci beaucoup.